Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous avoir rejoints ce matin pour ce nouveau webinaire Opco2i dédié à l'alternance. Alors, je suis Jérémy Lemuel, conseiller formation Opco2i et sur la délégation Bretagne. Au cours de cette matinée, pour m'accompagner dans la présentation, à mes côtés, Jamila Abbas, qui est gestionnaire formation et référente apprentissage sur 2i PACA Corse, et Guylaine Lenette, qui est sur 2i Bretagne également, et qui interviendra ce matin plutôt en tant que modérateur sur la partie chat. Voilà. Je vois que vous avez été nombreux à répondre présent, à vous inscrire, donc c'est très bien. Ça prouve une nouvelle fois l'intérêt que vous portez pour l'alternance. Alors, je rappelle juste que ce webinaire de ce matin est un peu une trame générale sur les différences que vous allez avoir entre les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation. Et c'est le premier d'une série de 5 webinaires qui vont se mettre en place tous les mardis et tous les jeudis à compter de cette semaine, donc jusqu'à mardi, non pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, avec des focus spécifiques sur des thèmes liés à l'alternance, notamment la rémunération qui sera le thème du prochain webinaire de jeudi, mais aussi les documents contractuels, les aides éventuelles, parce qu'il y en a, et elles courent encore sur 2021. Et puis un dernier webinaire qui sera mis en place pour la mobilité internationale. Voilà. Donc, en tous les cas, sachez que le support de ce matin est disponible d'ores et déjà en téléchargement. Vous le retrouverez sur la partie droite de la salle, juste en dessous du petit macaron pour le chat. Donc, vous pouvez tout à fait le télécharger d'ores et déjà. Le webinaire, comme tous, seront aussi disponibles dès demain en replay pour ceux qui se seraient inscrits et qui n'auraient pas pu nous rejoindre ce matin. Et puis encore une fois, pour revenir sur la partie chat, n'hésitez pas par ce biais aussi à poser vos questions tout au long du webinaire. Alors en termes de gestion des questions et des échanges, on fera une petite pause en milieu de session pour voir quelles questions remontent éventuellement par le biais de Guylaine. Et on reviendra également en fin de webinaire, si le temps nous le permet, et je l'espère, pour encore une fois reprendre de nouvelles questions. Je tiens quand même à préciser que si vous avez posé des questions et auxquelles il n'y aurait pas eu de réponse malheureusement ce matin, faute de temps, je vous inviterai naturellement à vous rapprocher de vos conseillers en région qui se feront une joie de vous répondre, bien entendu. Et pour ceux ou celles qui n'auraient pas encore connaissance de leur contact défini, n'hésitez pas à contacter directement les antennes locales. Voilà. Dernière note pratique, nous allons procéder au webinaire en caméra coupée. On reviendra uniquement pour les parties d'échange. En tous les cas, merci encore de votre présence et bon webinaire à tous. On va donc démarrer. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel sur la présentation de l'Opco2i qui nous paraissait essentiel. L'Opco2i, c'est aujourd'hui un des 11 opérateurs de compétences mis en place depuis la réforme de 2018. D'accord. On est l'opérateur de compétences interindustriel. Voilà, on représente toute l'industrie, quelle qu'elle soit, excepté l'agroalimentaire qui, elle, est un peu spécifique et fait partie d'un autre OPCO. Hop. Alors, nos missions, concrètement et rapidement, elles sont diverses et variées. Bien entendu, vous le savez, on est là pour accompagner, financer et faciliter l'accès à la formation pour nos entreprises. Formation continue, bien sûr, mais également et surtout, depuis aussi la réforme, l'apprentissage, l'alternance donc, et la professionnalisation des jeunes. On est là aussi pour s'engager dans le développement des compétences de salariés, bien entendu. On assure bien sûr une veille, on vous informe, on vous conseille, on vous accompagne dans tous vos projets de formation et même de recrutement si besoin. D'autres missions principales, c'est bien sûr l'anticipation des métiers et des compétences de nos entreprises pour anticiper bien sûr le futur.
au vu des mutations qui nous touchent tous et qui nous concernent tous. Et on est là également pour faire découvrir, bien entendu, la diversité des métiers de l'industrie auprès du grand public. Donc, vous voyez, les missions sont quand même assez élargies depuis notamment cette réforme, diverses et variées, mais on est vraiment présent sur tous ces leviers-là. Quelques chiffres clés de l'OPCO2I. Concrètement, aujourd'hui, le périmètre OPCO2I, c'est près de 70 000 entreprises pour un peu plus de 3 millions de salariés et pas loin de 100 000 alternants, donc ce qui est assez considérable. Un petit chiffre qui n'est pas présent sur cette diapo, mais qui est lourd de sens, sur 2020, depuis aussi qu'on a récupéré la gestion de l'apprentissage, on a traité près de 54 000 contrats d'apprentissage, donc démarrés sur l'année 2020, donc ce qui est assez conséquent. Et je peux vous dire que 2021 démarre aussi très très bien du point de vue de l'alternance, avec, après une baisse sur 2020 des contrats de pro, ils existent encore, ça repart à la hausse sur 2021, donc c'est également très bien. On est 800 collaborateurs, voilà, avec bien sûr un siège au national et une répartition en délégations régionales, hein, les fameuses AR2I, 12 délégations pour vous assurer bien entendu un service de proximité, ce qui fait la force de l'OPCO2I depuis le début. Hop. Je parlais tout à l'heure de l'environnement interindustriel. Alors, je ne vais pas rentrer, bien sûr, dans tout ce détail de cette diapo-là, mais néanmoins, on représente aujourd'hui 32 branches professionnelles qui sont réparties au sein de 11 SPP, sections paritaires professionnelles. On va retrouver notamment de la plasturgie, la métallurgie, l'industrie du papier-carton, du textile, des métiers d'art aussi, avec la bijouterie, l'orfèvrerie, l'industrie de la mode, du cuir, du luxe, l'industrie du nautisme, et j'en passe. Donc, vous voyez que le périmètre aujourd'hui est vraiment très très étendu, donc ce qui fait aussi la richesse des métiers que l'on peut avoir, et aussi bien sûr dans nos missions des accompagnements que peut vous faire. Voilà pour ce qui est de l'OPCO2I, mais je pense que vous connaissiez maintenant depuis 2020 notre environnement. Alors, avant de passer la parole à Djamila et de rentrer dans le vif du sujet et la différenciation sur les deux contrats d'alternance, qui est la thématique du jour, très rapidement, et pour vous aider aussi à comprendre en un clin d'œil, le schéma financier justement qui permet d'accompagner et de vous accompagner sur les contrats d'alternance, c'est notamment ce schéma financier issu des contributions annuelles avec de petits changements opérés après la réforme de 2018 et notamment la création de France Compétences, hein, qui est une institution nationale publique qui est là pour, on va dire, chapeauter la formation professionnelle et répartir derrière les fonds sur différents axes et ces fonds, bien sûr, qui sont issus des contributions des entreprises. Vous verrez, bien entendu, que la partie alternance, vous avez les contrats pro, comme je l'ai dit, et l'apprentissage et les contrats pro. Le financement et l'accompagnement des entreprises sur ce biais-là est issu de la contribution relative à la formation professionnelle, alors que le financement de la partie contrat d'apprentissage, elle résulte toujours de la contribution sujette et propre à l'apprentissage. Voilà, ça n'a pas bougé. Donc au final, on se retrouve sur deux modes d'alternance, certes, mais deux façons de la financer issues de contributions différentes. Voilà. Donc c'était simplement pour que vous ayez cet aperçu et que vous compreniez un petit peu ce fameux schéma financier. Voilà. Pour ce qui est de cette petite introduction de présentation, Djamila, je te laisse la main dorénavant pour démarrer sur les deux types de contrats d'alternance. Merci Jérémy. Donc, comme vous l'avez vu, Jérémy l'a abordé dans la slide d'avant, il y a deux types de contrats d'alternance. Vous avez le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Sur la slide qui est sur l'écran, vous avez les CERFA qui correspondent au contrat d'apprentissage, qui est le formulaire 10-103-09, et celui qui correspond au contrat de professionnalisation, qui est le CERFA 12-434-03. Vous pouvez les télécharger sur notre site OPCO2I ou via Internet.
Donc, je vais procéder à un parallèle entre les deux contrats, les deux types de contrats pour chaque rubrique qui se présente sur le document. Je fais juste un petit rappel. Un contrat d'apprentissage, il a vocation diplômante dans le cadre d'une formation initiale. Il est donc sanctionné par un diplôme d'État ou un titre reconnu au répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP. Et le contrat de professionnalisation, lui, il a vocation qualifiante dans le cadre de la formation continue. Donc, il est sanctionné par une qualification professionnelle qui va être diplômante ou bien avoir un titre inscrit au RNCP ou alors un certificat de qualification professionnelle. Tout cela reconnu ou une certification reconnue par les accords de branche. Dans un contrat de professionnalisation, donc, vous allez avoir un public, chacun d'eux va s'adresser à un public spécifique. Donc, vous avez pour un contrat d'apprentissage, il peut être conclu par un jeune âgé de 16 à 29 ans révolu. Si ce jeune est mineur de 15 ans, donc on va avoir une dérogation à condition que le jeune ait fini le premier cycle de l'enseignement secondaire. On peut conclure un contrat d'apprentissage jusqu'à 30 ans révolu si le précédent contrat a été rompu pour des raisons indépendantes de la volonté de l'apprenti. Par exemple, l'apprenti a été en maladie ou bien l'entreprise, malheureusement, a fait l'objet d'un dépôt de bilan. Dans ce cas-là, même si l'apprenti a dépassé les 30 ans, les 29 ans, on va quand même accepter de conclure un contrat d'apprentissage. Il n'y a pas de limite d'âge pour un contrat d'apprentissage pour les travailleurs reconnus, travailleurs handicapés, pour une reprise ou une création d'entreprise, pour les sportifs de haut niveau ou bien en cas d'échec à l'examen. Pour le contrat de professionnalisation, le public éligible doit avoir entre 16 à 25 ans révolus. On peut aussi conclure un contrat de professionnalisation si on est demandeur d'emploi de plus de 26 ans et il faut avoir une attestation d'inscription à Pôle emploi, ou alors si on est bénéficiaire du RSA, de la ASS ou du AH, donc handicapé, travailleur reconnu handicapé, ou bien si on a conclu un contrat unique d'insertion. La nature des deux contrats est pareille, donc on a soit un CDD, soit un CDI pour un contrat d'apprentissage, soit un CDD, soit un CDI en action de professionnalisation pour un contrat de professionnalisation. Pour un contrat d'apprentissage, la durée est entre 6 mois à 3 ans, donc 36 mois. Mais il faut quand même retenir que la durée du contrat doit être égale à la durée du cycle de formation. C'est-à-dire que si la formation fait 1 an, le contrat devra faire 1 an. On a la possibilité de le prolonger jusqu'à 4 ans pour des apprentis en situation de handicap. Dans ce cas-là, on va aménager la durée en l'augmentant. Donc, on va avoir besoin de ce qu'on appelle une convention d'allongement de durée. Comme on peut aussi la possibilité d'aménager la durée en la réduisant si l'apprenti a les qualifications nécessaires pour intégrer directement une deuxième année, par exemple. Et là, pareil, il faut aussi une convention de réduction de durée. C'est ce qu'on appelle une convention tripartite signée par l'employeur, l'apprenti et le CFA. La durée du contrat de professionnalisation, elle est comprise entre 6 et 12 mois. Elle peut aller jusqu'à 24 mois par accord de branche. On peut l'allonger jusqu'à 36 mois pour les publics dits prioritaires afin qu'ils puissent avoir une qualification et un diplôme. Donc, les publics prioritaires, ce sont les demandeurs d'emploi, les personnes reconnues en situation de handicap, les bénéficiaires des minima sociaux. Pour un contrat d'apprentissage, la durée de la formation est égale, en fait, le contrat, comme je l'ai dit tout à l'heure, le contrat d'apprentissage doit avoir la même durée que le cycle de formation. Et là, la formation en elle-même doit avoir au moins 25%, au minimum, 25% de la durée du contrat. Si elle fait moins de 25% de la durée du contrat, le contrat n'est pas valable. Pour le contrat de professionnalisation, la durée de formation doit être comprise entre 15 à 25% de la durée du contrat.
et elle peut aller jusqu'à 50% selon certaines conditions. Dans un contrat, il faut toujours que l'on ait un accompagnement. Donc, pour un contrat d'apprentissage, on va avoir ce qu'on appelle le maître d'apprentissage. Et pour le contrat de professionnalisation, on appelle cet accompagnement, c'est le tuteur. Le maître d'apprentissage doit avoir une formation ou un diplôme équivalent à celui qui est préparé par l'apprenti. Il doit avoir 1 année ou 2 années d'exercice dans l'activité professionnelle en rapport directement avec la qualification préparée. Et un maître d'apprentissage ne peut pas encadrer au-delà de 2 apprentis maximum, plus un redoublant, un apprenti redoublant. Le contrat de professionnalisation, identique, le tuteur doit justifier d'au moins 2 ans en rapport avec la qualification préparée. S'il est salarié, il peut encadrer au maximum 3 alternants. Quand on dit 3 alternants, c'est des apprentis, donc des jeunes en contrat d'apprentissage et des jeunes en contrat de professionnalisation. S'il est chef d'entreprise, il peut encadrer que 2 alternants au maximum. Par exemple, un apprenti et un jeune en contrat de professionnalisation, ou 2 apprentis ou 2 jeunes en contrat de professionnalisation. Pour le contrat d'apprentissage, la période d'essai, elle est fixée à 45 jours en entreprise, quelle que soit la durée du contrat. Et pour le contrat de professionnalisation, cette durée démarre au 1er jour et cela va dépendre de la durée du contrat. Pour les contrats de professionnalisation en CDD, s'ils durent moins de 6 mois, la période d'essai est de 15 jours. Si leur durée est supérieure à 6 mois, la période d'essai est de 30 jours, donc 1 mois. Pour les contrats de professionnalisation CDI, la période d'essai est renouvelable selon les conventions collectives applicables. Donc, on peut faire 1 mois et renouveler, si nécessaire, 1 mois de période d'essai si le tuteur estime qu'il faut encore qu'il évalue ce jeune avant de donner fin à la période d'essai, que le contrat commence proprement dit. Le démarrage du contrat, pour un contrat d'apprentissage, la date de conclusion, c'est la date de signature. Donc là, on signe le contrat, mais on n'est pas tenu d'être dans l'entreprise. Et la date d'exécution, elle, c'est la date, le 1er jour où le jeune intègre sa période de travail, qu'il soit en entreprise ou au CFA. Car n'oublions pas que c'est de l'alternance. Et les jours passés au CFA sont considérés comme étant du travail et non pas de la formation. Donc, si le 1er jour du contrat commence par le 1er jour qui se passe au CFA, c'est le 1er jour d'exécution du contrat. La formation, elle, peut commencer jusqu'à 3 mois avant ou 3 mois après le début en entreprise pour un contrat d'apprentissage et le contrat peut se terminer à l'issue de la formation. Pour le contrat de professionnalisation, tout est identique jusqu'à certains points. La date de conclusion reste toujours la date de signature. La date d'exécution reste toujours la première date de réalisation de la prestation, que ce soit en entreprise ou en école. Le contrat peut démarrer jusqu'à 2 mois avant le début de la formation. Là, c'est le contrat qui démarre avant, alors que le contrat d'apprentissage, c'est la formation qui démarre avant. Et le contrat peut se terminer de 1 à 2 mois après la fin de la formation ou des examens. Les contrats peuvent être renouvelés sous certaines conditions. Pour les contrats d'apprentissage, il peut être renouvelé pour une continuité de diplôme. Donc, on va préparer un BTS, par la suite, on va préparer un bachelor, par la suite, on va préparer un master. Donc, tout ça peut se faire par des contrats d'apprentissage successifs. Il n'y a pas de condition de délai exigé entre 2 contrats. Pour les contrats de professionnalisation, ils peuvent être renouvelés en cas d'échec à l'examen, en cas de défaillance de l'organisme de formation, l'école ferme par exemple, en cas de maternité, maladie ou accident de travail de l'apprenti, ou alors pour l'obtention d'une qualification supérieure ou complémentaire à celle qui a déjà été acquise au préalable. Ces renouvellements ont un code spécifique sur chacun des 2 CERFA. Je laisse la main à Jérémy pour la partie rémunération. Merci, Jamila. Alors effectivement, qui dit contrat d'alternance dit forcément à un moment ou un autre rémunération.
Alors, vous le voyez, le contrat de pro et le contrat d'apprentissage, finalement, sont sujets à des rémunérations qui sont complètement différentes. Néanmoins, s'il y a une similitude qu'on peut retrouver, c'est que pour retrouver la rémunération de votre futur alternant, le tableau est un peu à double entrée, quel que soit le mode d'alternance retenu. Si l'on prend le contrat d'apprentissage, en fait, vous avez différents taux de rémunération qui sont applicables. Alors, vous verrez que ceux qui sont notifiés sur la slide en visu sont ceux liés au réglementaire, bien entendu, mais j'y reviendrai. Néanmoins, pour retrouver la rémunération à appliquer, vous devez prendre en compte, premièrement, l'âge de votre apprenti au moment du démarrage du contrat. Ça, c'est le premier point d'entrée. Et prendre également en compte à quelle année du cycle il rentre chez vous, j'ai envie de dire. Parce que la rémunération ne sera pas la même si vous avez demain un apprenti qui rentre pour un bac pro, par exemple, en 3 ans dès sa première année, ou à l'inverse, si vous recrutez potentiellement un candidat qui prépare un BTS, mais pour le coup que vous le recrutez directement en deuxième année. Donc voilà, il y a vraiment son intégration dans le cycle de formation qu'il prépare à prendre en compte, en plus de son âge, bien entendu. Sachant que vous avez effectivement quatre tranches. Hein. Vous avez les moins de 18 ans, bien entendu. Vous avez après une tranche qui va concerner les 18-20 ans au moment du démarrage, les 21-25 ans, et après les 26 ans et plus, où là, la rémunération n'est plus ni moins est celle égale à 100% du SMIC, tout simplement. Sachant que du coup, une année complète, 12 mois équivaut à une année de rémunération. Et après, vous basculez, si le contrat perdure sur une deuxième ou troisième année, vous basculez effectivement sur une deuxième année de rémunération. Donc le taux, avec la mise à jour du taux qui s'opère, au même titre que les mises à jour de rémunération pendant l'exécution d'un contrat se fera s'il y a un changement d'âge et donc un changement de tranche. Hein, ça sera valable au premier jour du mois suivant la date anniversaire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la règle de calcul pour les contrats d'apprentissage. Pour les contrats de pro, c'est un petit peu différent, mais néanmoins, je vous le disais, on est là aussi sur une double entrée. À savoir, on prend déjà en compte l'âge de l'alternant qui prépare son contrat de pro. Vous avez 3 tranches, les moins de 21 ans, les plus de 21 ans, les 26 ans et plus, et on prend pour le coup en compte leur niveau d'études et notamment le plus haut diplôme obtenu. À savoir que si vous avez des alternants en contrat de pro qui vont préparer des diplômes inférieurs au bac, on sera sur une rémunération moindre par rapport à ceux qui justifieraient d'ores et déjà d'un niveau bac, donc niveau 4, ou même déjà diplômés d'études supérieures. Voilà. Encore une fois, on est ici sur les taux de rémunération réglementaires. Il est évident qu'en fonction des branches auxquelles vous appartenez, il existe des rémunérations dites conventionnelles avec des taux spécifiques qu'il faudra impérativement connaître. Alors bien sûr, vous pouvez vous rapprocher éventuellement de vos branches si vous n'en avez pas spécialement connaissance, hein, puisqu'il peut aussi y avoir des mises à jour régulières. Je vous invite aussi à prendre contact, là encore, avec vos conseillers en région, puisque nous avons à disposition l'ensemble des taux par convention collective que l'on couvre. Donc, on sera en mesure de vous accompagner sur l'application de la bonne rémunération à l'embauche de votre futur alternant, que ce soit apprenti ou contrat de pro. Alors, j'en profite juste pour vous dire, et je l'ai dit aussi en début de webinaire, la rémunération fera partie d'un focus spécifique et plus détaillé d'un futur webinaire. Ce webinaire se tiendra d'ailleurs jeudi prochain à la même heure, 10h. Donc, n'hésitez pas là aussi à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait pour avoir peut-être plus d'informations justement sur tout cet environnement et cette partie rémunération, ainsi que les spécificités qui puissent y avoir. Ça me fait un petit peu enchaîner sur les cas particuliers impactant la rémunération. Alors,
le slide précédent et les taux de rémunération applicables, c'est bien entendu pour des contrats, un contrat dit initial, premier contrat d'apprentissage du jeune, mais néanmoins, vous pouvez et bien souvent avoir aussi et faire face à des situations où vos futurs recrues étaient peut-être déjà en apprentissage, peut-être chez vous bien entendu, mais peut-être chez un autre aussi, un autre employeur, auquel cas il va y avoir des impacts sur les calculs de rémunération et les applications de rémunération associées au démarrage du contrat. Un des premiers cas, par exemple, c'est la succession de 2 contrats d'apprentissage. Voilà. Il est évident qu'on a parlé tout à l'heure d'application de rémunération par rapport au cycle, mais néanmoins, si vous renouvelez un contrat d'apprentissage avec un jeune déjà chez vous, par exemple, pour un nouveau cycle, pour une préparation de qualification supérieure, eh bien, il y aura à vérifier à ce qu'un maintien de rémunération soit attendu. Hein, c'est un impératif, bien qu'on serait peut-être tenté de se dire, il redémarre un cycle, on peut repartir sur une base de première année, et pour autant non, on ne pourrait pas, et ça va de soi, rémunérer sur un taux inférieur à ce qu'il touchait précédemment sur un nouveau contrat au sein de la même entreprise. Si par exemple, demain, vous décidez de recruter un apprenti qui était déjà en apprentissage, mais là pour le coup chez un employeur autre, et j'ai envie de dire sur d'une autre convention collective, là, il y a effectivement une règle de maintien de salaire qui devra s'opérer, d'accord. Néanmoins, cette règle de maintien de salaire se calculera non pas sur éventuellement vos taux conventionnels s'il y en a, mais devra se calquer sur la base des taux réglementaires, pardon, hein, droit du travail. Ça, c'est un des premiers cas spécifiques, cette fameuse succession de contrats. Voilà. Alors, bien sûr, une des conditions, et ça va de soi, c'est que le précédent diplôme, hein, préparé dans le cadre du dernier contrat, ait été forcément obtenu. Ok. Donc ça, c'est le premier point. Vous avez également une deuxième spécificité, pardon, je vais y arriver, j'ai envie de dire, c'est la fameuse majoration de salaire. Alors, la majoration de salaire, premier cas et premier point à retenir, c'est que, quelle qu'elle soit, elle s'appliquera systématiquement sur la base des taux réglementaires. D'accord? On n'appliquera jamais cette fameuse majoration qui est fixée à 15 points, non pas sur effectivement vos taux spécifiques éventuels conventionnels, mais bien sur réglementaire. Par contre, elle n'est valable que si les conditions qui sont de l'ordre de 3 sont accomplies, à savoir que le futur contrat ou le contrat en question est conclu sur une durée maximale, alors inférieure ou maximale égale, pardon, à 1 an. Ça, c'est le premier point. L'apprenti doit également préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu. Ça, c'est la deuxième condition. Et enfin, troisième point à retenir, c'est que il faudra vérifier, et on sera là bien sûr aussi pour le faire avec vous, mais la qualification recherchée doit être en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme précédemment obtenu. Voilà. Donc, si ces trois conditions sont avérées, eh bien, il y aura et vous aurez l'obligation d'appliquer cette fameuse majoration fixée à 15 points, par rapport au salaire auquel pouvait prétendre l'apprenti sur la dernière année de son précédent contrat. Il faut savoir aussi, et j'insiste là-dessus, que cette majoration peut également s'appliquer à des jeunes préparant une qualification donc inférieure ou égale à 1 an, de même niveau, et que ce jeune soit issu d'une voie autre que celle de l'apprentissage sur son dernier contrat. Ça, c'est le deuxième point concernant cette fameuse majoration de salaire. Mais je réinsiste, nous sommes aussi là pour vous accompagner dans les calculs et les validations des salaires à l'embauche. Troisième point, ça concerne un diplôme spécifique, la fameuse licence professionnelle qui a un statut spécifique, encore une fois, dans la loi, pardon, et la licence professionnelle se prépare généralement en 1 an, et pour autant, la rémunération applicable à un apprenti préparant une licence professionnelle, j'insiste bien sur professionnel, parce que ce sont les seuls qui ont ce cas-là, la rémunération à appliquer sera celle d'une deuxième année, systématiquement,
et sur toute la durée du contrat. Je le précise parce que quelquefois, vous pouvez aussi avoir des licences professionnelles qui, bien qu'elles soient préparées sur un an, finalement font un peu plus de 12 mois, etc. On aurait peut-être tendance à se dire, bah, dans la mesure où le contrat bascule pour quelques jours sur une deuxième année, finalement, au-delà de 12 mois, eh bien, on fait monter la rémunération, et pour autant non, c'est bien une application de deuxième année sur la durée totale du contrat. Voilà pour ces 3 points un peu spécifiques. Pour terminer sur la partie rémunération, un petit focus pratico-pratique d'un point de vue administratif et remplissage des documents contractuels du contrat de travail et donc du CERFA. Là encore, petite différence entre le contrat d'apprentissage et le contrat de pro. Le contrat d'apprentissage va vous obliger à rentrer les taux de rémunération sur chaque année d'exécution. Alors en soi, si vous avez un contrat qui dure 12 mois, c'est relativement simple. Hein. Vous avez, comme vous le voyez, une ligne correspondante pour une année, pour 12 mois. Bien entendu, vous avez possibilité d'avoir 2 périodes. Parce que si à l'embauche, votre apprenti n'a par exemple peut-être pas tout à fait 18 ans, mais qu'au bout de 4 mois, il passe et il bascule de tranche d'âge, forcément, au sein de cette même période, donc ces fameux premiers 12 mois, vous aurez un deuxième taux de rémunération applicable, auquel cas il sera spécifié sur le CERFA et donc sur la première ligne, et donc ainsi de suite pour la deuxième année, la troisième année. Voilà. Donc ça, c'est propre à l'apprentissage. Systématiquement, en plus des taux, des dates de bornage pour chaque taux, vous devez notifier impérativement le salaire brut mensuel à l'embauche. D'accord? C'est la petite case violacée juste en dessous des différentes lignes relatives à cet effet. Sachant que pour, à contrario, le contrat de pro, c'est là, somme toute, plus simple, puisque seul le montant brut est à notifier sur le CERFA, rémunération brute donc à l'embauche, en prenant compte bien sûr de votre côté les taux applicables en fonction de l'âge et encore une fois du dernier diplôme obtenu. Voilà. Vous avez le petit encart en bas bleu qui vous le précise, mais je vous l'ai dit, ce qui peut impacter bien sûr les rémunérations, c'est le changement de tranche d'âge, effectivement, c'est éventuellement les dispositions conventionnelles parce que certaines branches sont soumises à des taux spécifiques en fonction, là encore, des tranches. Et puis, bien sûr, vous avez aussi peut-être des accords d'entreprise qui indiquent des taux de rémunération particuliers. Voilà. Donc ça, ce sont vraiment les différents éléments qui peuvent impacter la mise en place des rémunérations sur votre CERFA. Voilà pour cette première partie contrat, différenciation, apprentissage, rémunération. Ce que je vous propose et ce que je laissais entendre, c'est peut-être qu'on fasse un petit arrêt. Alors, je n'ai pas suivi personnellement le chat, mais Guylaine, je vais remettre la caméra. Guylaine, Oui. peut-être tu as d'ores et déjà des questions qui sont remontées. Oui. Alors, concernant la durée du contrat d'apprentissage, quelle est la souplesse par rapport à la durée du contrat d'apprentissage? Le contrat d'apprentissage peut se terminer, il y a une souplesse de 2 mois par rapport à la fin de la formation. Je ne sais pas si ça répond à la question. En fait, oui. Alors, les questions que j'avais, c'était pouvez-vous donc donner plus de précisions sur la durée du contrat? Donc, durée égale durée de la formation. Il semblait que le contrat d'apprentissage pouvait démarrer avant le début de la formation et après la fin de formation. Oui, alors quand on dit durée de la formation, c'est pas. En général, on dit, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un BTS. On dit un BTS, il dure 2 ans. Mais on sait très bien qu'il ne dure pas 2 ans pile. Donc, le contrat d'apprentissage doit faire 2 ans, sachant que le BTS, il va être moins de 2 ans. Il y a les vacances scolaires, il y a la fin des examens qui, en général, se situent au mois de juin. Et si la fin des examens se situe vers la fin du mois de juin, le contrat, lui, peut aller jusqu'à la fin du mois d'août. Donc, on voit bien que ça dépasse quand même la formation. Il faut qu'il fasse la durée du cycle, mais non pas la durée réelle de la formation. Sachant que la formation, elle doit faire au minimum 25% du temps du contrat.
Concernant la période d'essai, elle varie en fonction de la convention ou du légal classique. Il y avait de 45 jours de période d'essai pour le contrat d'apprentissage. Oui. Et dans le cadre des d'un nouveau contrat suite à une rupture où on repasse sur le légal de 30 jours. Donc, Jérémy, t'as une info sur ça? Moi, je ne l'ai pas. Moi, j'ai toujours 45 jours effectivement, 45 jours, effectivement. de période d'essai. Il n'y a pas 30 jours pour le contrat d'apprentissage. Concernant la rémunération, doit-on considérer l'année scolaire ou l'année calendaire pour le changement de la rémunération de la première ou deuxième année? Alors, sur la partie rémunération, effectivement, il faut faire attention parce qu'en soi, ça rejoint un petit peu l'histoire des souplesses. Encore une fois, le jeune pouvant démarrer aussi un contrat d'apprentissage en CFA et intégrer l'entreprise jusqu'à 3 mois maximum après son premier jour de formation. Néanmoins, le SARFA précise que vous allez notifier les rémunérations sur 12 mois. Par contre, si vous avez, il faut prendre en compte pour les passages de rémunération en deuxième et troisième année éventuelle, et il faut bien prendre en compte le début de la formation également. Je m'explique, si vous faites démarrer un contrat au 1er septembre et que le jeune démarre au 1er septembre, la formation, auquel cas, effectivement, le passage à sa rémunération de deuxième année sera bel et bien au 1er septembre de l'année N+1. En revanche, si vous avez un jeune qui a d'ores et déjà commencé sa formation en apprentissage au sein du CFA, mais qu'il intègre votre entreprise plus tard, pour X raisons, parce qu'il n'avait peut-être pas trouvé d'employeur ou autre, le passage pour la rémunération, par exemple sur une deuxième année, sera à prendre en compte par rapport à sa date d'entrée en formation, parce que sera considéré comme accompli cette fameuse période en apprentissage, à savoir potentiellement les 3 mois maximum de formation en CFA avant qu'il n'intègre et avant qu'il ne démarre son contrat, en termes d'exécution, j'entends, en termes de date d'exécution, chez l'employeur. Voilà. Je ne sais pas, j'espère que j'ai pu répondre à la question en l'occurrence. Et autrement, j'avais une autre question, c'est les 15%. Je pense que ça n'a pas été de savoir à quel moment on applique ces 15%. D'accord. Les 15 points de la majoration. Voilà, les 15 points de la majoration. Les 15 points de la majoration. Alors, les 15 points de la majoration, si vous voulez, ils s'appliquent si il faut y ait 3 conditions réunies. C'est-à-dire que, donc c'est encore une fois, c'est pas 15%, je le reprécise, oui. C'est bien 15 points, hein, applicables sur les taux réglementaires. C'est dès lors que vous contractez avec un jeune pour préparer une qualification de même niveau que la précédente obtenue, que le contrat, la formation soit sur une durée inférieure ou égale à 1 an maximum. Et le dernier point, on peut se remettre formation dessus, connexe. C'est on dit effectivement formation connexe, c'était un terme qui était repris notamment du temps des CCI. Alors que la formation et le diplôme préparé soient en lien direct avec le titre ou diplôme dernièrement préparé et obtenu. Voilà. À partir du moment là où les trois. Oui, par exemple, un CAP agence, un CAP menuisier et un CP agenceur, menuiserie agencement. Voilà. Et dernière question, concernant la rémunération pour donc la licence pro, c'est sur 1 an, et le bachelor, qui est le bachelor en 1 an, la rémunération. Alors le bachelor, effectivement, le bachelor, ça peut poser pas mal de questions. Le bachelor en tant que tel, c'est une appellation, j'ai envie de dire, un peu marketée. Rien ne prévoit dans la loi à ce que le bachelor, par exemple, qui est un titre en soi préparé peut-être en 1 an. Alors, il faut faire aussi attention parce que certains bachelors se préparent exclusivement en 1 an, c'est-à-dire accessible après avoir validé un bac+2 type BTS ou DUT, auquel cas, la rémunération applicable devrait être celle, logiquement, d'une première année, ce qui peut paraître un petit peu disconcordant avec l'application d'une deuxième année pour une licence, puisque on prépare quand même à un moment donné un diplôme de même niveau, c'est-à-dire un bac+3. Par contre, là où il faut faire attention, on a parlé de rémunération et de cycle. Si vous avez aussi des bachelors qui sont des cycles préparés en 3 ans,
ils sont soumis, en toute logique, à une rémunération de première, deuxième et troisième année, qui est la dernière année de ce cycle bachelor, aboutissant à l'obtention de la qualification. Auquel cas, là c'est pareil, il faudra prendre en compte l'année d'intégration dans le cycle, parce que bien souvent, on a et on rencontre des bachelors qui sont des cycles préparés sur 3 années, accessibles post-bac, mais avec des intégrations peut-être uniquement à partir de la deuxième année en apprentissage ou même troisième année. C'est les questions principales. Il y en a plein d'autres, mais bon, voilà. Bon, en tout cas, de toute façon, on va continuer et tu vas continuer, Guylaine, de les relever. Comme je disais tout à l'heure, on va continuer pour essayer rester dans le timing des 1 heure qu'on s'était imparti. On reviendra en fin de webinaire sur de nouvelles questions. Et encore une fois, celles qui n'auraient pas reçu réponse, hein, eh bien, appuyez-vous, bien entendu, sur vos conseillers. Ils sont aussi au fait de toutes les dispositions spécifiques et vous répondront bien sûr avec plaisir pour vous aiguiller. On continue. Je te relaisse la main, Jamila, pour la suite. Merci, Jérémy. On va parler de la partie financement des contrats d'apprentissage pour un premier temps. Donc, un contrat d'apprentissage, on va financer la totalité, on va financer le contrat et non pas la formation. Donc, on va prendre de la date de début d'exécution du contrat jusqu'à la date de fin du contrat, si bien sûr la formation va si l'apprenti va jusqu'au terme de son contrat. Cette prise en charge, elle est il y a différentes dispositions. Soit il y a un accord de branche qui a été défini sur la prise en charge. Dans ce cas-là, on va se baser sur cet accord de branche qui est disponible sur le site de France Compétences. J'ai l'impression qu'il y a une slide qui a sauté. Non, désolé. Donc, il est disponible sur le site de France Compétences. Donc, chaque branche aura défini un coût pour un diplôme précis. Soit il n'y a pas de positionnement par rapport à cela et en plus l'entreprise, ou alors que l'entreprise ne relève d'aucune branche, donc il n'a pas de code IDCC applicable. Donc, elle est en code 99-99. Dans ce cas-là, on va appliquer ce qu'on appelle les coûts carences. Ou alors, aucun niveau de prise en charge n'a encore été défini, donc c'est en cours, on y travaille. Et dans ce cas-là, on va appliquer la valeur d'amorçage pour ces contrats-là, pour ces diplômes-là, qui est une valeur qui est mise pour chaque niveau, on le verra un peu plus tard, en attendant que les branches s'entendent ou appliquent un coût pour ce diplôme. Donc, la prise en charge, elle est calculée en fonction de ces coûts qui sont mis en place par France Compétences et les branches concernées. Et bien sûr, le financement va se faire au prorata de la durée du contrat. Donc, si le contrat s'exécute de la date de début à la date de fin initialement renseignée, le financement se fera sur la totalité. Si le contrat est rompu, le financement va s'arrêter à la date de rupture du contrat, sauf si le CFA nous informe qu'il y a une continuité de la formation pour l'apprenti sans entreprise. Dans ce cas-là, le financement peut aller jusqu'à 6 mois et pas plus, au-delà de la date de rupture. Et vous avez un petit encadré qui vous dit, si le montant conventionné est inférieur au montant calculé, alors l'OPCO finance au coût réel défini par le CFA dans la convention. Donc, si le CFA donne un coût pédagogique qui va être inférieur au coût mis en place pour ce diplôme par les différentes branches, l'OPCO va financer le coût réel, donc le coût pédagogique renseigné par le CFA. Et si le montant conventionné est supérieur au montant calculé, l'entreprise peut avoir un reste à charge qu'elle va devoir donner au CFA. Voilà, c'était la slide que je cherchais. Donc, pour trouver les financements, vous avez le site de France Compétences. Donc, vous aurez les slides, donc vous aurez ce lien qui vous renseigne sur la prise en charge possible par diplôme. Ceci dit, vous avez toujours aussi la possibilité de vous adresser à vos conseillers en région et aux gestionnaires qui vous renseigneront sans aucun problème là-dessus.
Donc, vous allez sur le site de France Compétences, vous téléchargez le tableau Excel et vous utilisez l'onglet 2, donc qui est spécifique aux formations et qui vous donnera la prise en charge, le niveau de prise en charge pour le diplôme que vous avez renseigné ou pour le titre RNCP. Pour chaque diplôme, vous avez une fiche RNCP qui est également renseignée. Alors, là, vous avez un petit exemple. On a un code diplôme. Donc, les diplômes, enfin, les formations, elles ont un code diplôme et elles ont aussi un code RNCP. Donc, le code diplôme dépend de l'éducation nationale. Donc, il est mis en place par le ministère de l'Éducation nationale. Et le code RNCP, lui, il est mis en place par le ministère du Travail. Et ces deux renseignements-là, vous les trouvez sur le fameux fichier Excel. Donc là, vous avez le code diplôme, donc 16N32606, et la fiche RNCP, elle est juste à côté. Ensuite, vous avez l'intitulé exact du diplôme, et à côté, vous avez les codes IDCC, donc les branches, leur code IDCC, et bien sûr, la prise en charge qui est déterminée pour ces codes IDCC. Alors, tout à l'heure, je parlais de coûts, carences et de valeur d'amorçage. Si la certification n'est pas référencée sur, qu'on ne s'est pas entendu sur un coût de prise en charge, donc on va appliquer ce qu'on appelle la valeur d'amorçage à ce diplôme. Et cette valeur, donc, elle est déterminée en fonction des certifications préparées. Par exemple, pour un CAP ou un BEP, c'est un niveau 5, anciennement niveau 4, et vous avez une valeur forfaitaire, donc une valeur d'amorçage, un forfait qui est de 6100 € par an pour le CAP. Pour le bac, ça va être 7700 € et ainsi de suite. Donc, pour chaque niveau de diplôme, vous avez une valeur d'amorçage, donc une base forfaitaire, sur lequel l'OPCO va se baser pour financer ce coût contrat s'il n'y a pas eu d'accord de niveau de prise en charge au niveau des branches. Et je redonne la parole à Jérémy pour la suite. Alors, dans la continuité effectivement du financement des contrats d'alternance et notamment sur l'apprentissage, vous avez quelques exceptions. Alors, je le conçois, toute cette partie-là, le financement du contrat vous concerne certes, mais concerne aussi et principalement les CFA, puisque c'est bien l'opérateur de compétences qui se charge de régler les CFA sur les coûts relatifs à la formation. Les exceptions sur l'apprentissage, il y en a quelques-unes. Effectivement, on a parlé tout à l'heure de date de contrat et notamment des formations qui démarrent et qui peuvent démarrer en CFA jusqu'à 3 mois maximum avant le premier jour d'exécution au sein de l'entreprise. Il faut savoir que durant ces 3 mois-là, bien que le contrat démarre donc à M+3, l'OPCO prendra en charge et financera le CFA sur cette période de formation, puisque là, le jeune aura tout de même un statut de stagiaire de la formation professionnelle. Voilà. Il existe aussi une majoration pour les contrats à destination d'apprentis, donc reconnus travailleurs handicapés. Depuis 2021, cette majoration peut s'effectuer dans une limite de 4 000 € versée encore une fois au CFA selon une trame bien spécifique, sachant que, et il est précisé ici, les montants peuvent varier suivant les années du contrat. Il y a également le cas des ruptures. Dès lors que vous avez un contrat avec un jeune qui se rompt et que ce jeune continue néanmoins sa formation au sein du CFA, l'OPCO, dont dépendait le contrat initial, continuera de financer cette période de CFA uniquement dans un maximum et une durée maximum de 6 mois. Et enfin, il y a aussi une histoire de la majoration de 10% des coûts contrats pour ceux qui sont d'une durée inférieure à 1 an. Néanmoins, 3 conditions, comme vous voyez, sont à respecter. C'est que le contrat, est une durée inférieure à 1 an,
qu'il y ait une dérogation pour réduction de durée de formation en application d'une convention tripartite. Donc, c'est ce que se précisait tout à l'heure dans la présentation de Jamila, avec l'aménagement en fonction peut-être du niveau de l'alternant, et que la certification en question ne fait pas, bien sûr, partie de celles enregistrées à NCP ayant de base, j'ai envie de dire, une durée déjà fixée et inférieure à 1 an par voie réglementaire. Voilà. Si ces 3 conditions sont donc remplies, le niveau de prise en charge annuel est donc proratisé, bien entendu, mais majoré de 10%, sans pouvoir excéder le niveau de prise en charge et coût contrat. En termes de financement, et là je vais passer assez vite, je vois le temps qui passe, il nous reste que 10 petites minutes. L'OPCO finance également tout ce qu'on va dire frais annexes d'un contrat. Là aussi, ces frais sont réglés auprès du CFA. On a parlé du coût de la formation, mais il y a également, et de possible, les frais liés à la restauration, dès lors que ces frais sont bien sûr, et encore une fois, supportés par le CFA. Le plafond est fixé à 3 € par repas. Vous retrouverez également des frais d'hébergement, hein, bien sûr, toujours cette même condition de frais supportés par le CFA, avec un plafond là fixé à 6 € par nuitée, comprenant le petit déjeuner. L'OPCO2I finance également les frais de premier équipement sur une base forfaitaire de 500 € au titre de la première année uniquement, et bien sûr à destination, attention à cela, à destination et uniquement des formations à caractère industriel et ou préparant au métier d'art. Voilà, des formations dites transverses ne sont pas sujettes à bénéficier de ce forfait de premier équipement. Ça, c'est à la liberté des OPCO. Certains peuvent le faire. L'OPCO2I se charge des formations indus et métiers d'art principalement. Et enfin, dernier frais supportés également et financés par l'OPCO, ce sont ceux relatifs à d'éventuelles mobilités internationales, hein, qui va nécessiter, encore une fois, la mise en place d'une convention tripartite. Alors, j'en profite pour vous dire que ça fera aussi l'objet du dernier webinaire de cette série de 5, avec un focus spécifique là-dessus, sachant que dans le financement de cette mobilité internationale, l'OPCO intervient sur 2 registres. Un forfait pour le référent mobilité au sein du CFA, hein, la personne qui effectivement s'occupe de tout cela avec le jeune, les relations école à l'étranger, etc. Et à côté de ça, on participe bien sûr aux frais directs de la mobilité dans une limite de 800 € par contrat, donc par apprenti. Hein. Il n'y a qu'une branche et une spécificité qui concerne la branche IEG, industrie énergétique et gazière, il me semble, où le forfait de 800 € est un forfait mensuel sur contrat. Voilà. Je continue les autres frais pris en charge. Alors ouais, là je fais un passage vite fait effectivement et rapide. On a parlé de la majoration pour les apprentis avec cette fameuse reconnaissance RQTH pour tous les contrats conclus à compter du 1er janvier. Encore une fois, la majoration est plafonnée au maximum de 4 000 €. Il voulait spécifier ici, en fait, le CFA conserve bien entendu les pièces permettant de justifier le montant demandé sans avoir l'obligation de fournir cette grille de calcul. Néanmoins, pour ce qui est de l'application et de sa mise en place et de son financement, l'avenant au CERFA étant obligatoire, la prise en compte sera effective si la demande est faite avant le 10e mois, donc le financement sera valable au titre de l'année entière. Par contre, si cela intervient au-delà du 10e mois, principe de non-rétroactivité, pardon, mais financement pour l'avenir. D'accord ? On retrouvera le même schéma de réévaluation pour la 2e et la 3e année, bien entendu. Enfin, pour la partie contrat de pro. Alors là, nous ne sommes pas rentrés dans une slide à détail parce que le financement des contrats de pro est complètement différent de l'apprentissage. Vous l'avez vu d'ailleurs en tout début de webinaire, notamment quand j'ai repris le schéma financier et le fléchage des fonds issus des contributions. Les contrats de pro sont financés selon un taux horaire, donc
par rapport à la durée de la formation. Ils sont définis généralement par accord de branche et peuvent varier si il y a des priorités spécifiques, mais ça peut être aussi en fonction de publics spécifiques, de types de qualifications, mais également de durée. Voilà. Donc concrètement, on se retrouve avec des financements pour des contrats pro qui varient d'une branche à l'autre. Donc là, concrètement, et j'insiste une nouvelle fois, contactez systématiquement vos conseillers et votre conseiller en amont pour connaître les montants de prise en charge possibles en fonction des diplômes préparés. À savoir que si vous faites partie d'une structure n'appliquant pas de convention collective spécifique, c'est donc du coup un cadre légal qui s'applique et actuellement le taux horaire de prise en charge des formations pour les contrats de pro est fixé à 9,15 € par heure. Voilà. Je le rappelle en dernier lieu, il n'y a pas de financement des heures de formation par l'OPCO dès lors que des absences sont constatées. Vous le voyez sur la slide et je vous invite vivement à consulter le site OPCO2I également qui est une source et une mine d'informations. Vous pouvez avoir des accès directs en fonction de votre branche, de votre convention collective, aux règles de prise en charge pour vos dossiers de formation et donc là, en ce qui nous concerne, les contrats de pro. Donc, appuyez-vous également dessus si nécessaire. Il nous reste 5 minutes. Jamila, je te repasse la main pour terminer brièvement ce premier webinaire dédié à l'alternance. Ah, je pense qu'on a peut-être perdu Jamila. Pardon, c'est mieux? Merci Jérémy. Donc, pour le paiement d'un contrat, pour le contrat d'apprentissage, une fois que vous avez fait votre demande, vous avez transmis le contrat à l'OPCO2I, une fois qu'il a été instruit et accepté, le paiement va se faire directement au CFA. Selon le niveau de prise en charge qui a été déterminé, le CFA doit nous faire parvenir des factures, une facture première échéance et par la suite toutes les autres échéances accompagnées d'un certificat de réalisation. Il n'y a pas en cas de reste à charge, il n'y a pas de financement possible, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre sur les versements volontaires pour payer le reste à charge de l'entreprise pour ce contrat. C'est à l'entreprise de payer sans reste à charge. Les modalités de paiement des frais annexes se font sur présentation de la facture du CFA. Pour les contrats de professionnalisation, pareil, une fois qu'il a été transmis et accepté d'être financé selon l'accord de branche, on va payer directement le CFA, sauf si l'entreprise nous demande de ne pas le faire. Et le reste à charge, par contre, pour un contrat pro, peut se faire sur les versements volontaires. Les modalités de paiement, présentation de la facture et du certificat de réalisation. Les frais annexes quant au contrat de professionnalisation sont inclus dans le forfait de prise en charge. Nous en arrivons aux ruptures et aux absences. Pour un contrat d'apprentissage, en cas de rupture, il faut transmettre la rupture à l'OPCO qui, lui, va l'enregistrer et également l'enregistrer au niveau de la DGEFP. Suite à cette rupture, on recalcule le montant de la prise en charge au prorata temporis de la durée du contrat et on renvoie les accords de prise en charge au CFA qui vont nous renvoyer les factures et les certificats de réalisation correspondants. En cas d'absence sur un contrat d'apprentissage, on va les payer sauf si les absences dépassent un mois. Dans ce cas-là, elles ne seront pas réglées, on les déduira de la facture. Pour le contrat de professionnalisation, pareil, en cas de rupture, il faut nous transmettre le formulaire de rupture ou l'attestation de fin de contrat. Les paiements vont se faire directement à l'organisme de formation sur présentation toujours du certificat de réalisation et de la facture correspondant à la formation. Dans ce cas-là, l'OPCO peut demander les feuilles d'émargement en cas de contrôle, donc pour contrôler à quel moment on facture et est-ce qu'on a bien facturé ce qu'il fallait. Pour les absences, Jérémy l'a dit, pas de financement des heures d'absence sur les fonds de l'alternance. Si l'entreprise adhère à l'offre de service, on peut demander la prise en charge sur le versement volontaire.
Les avenants, quant à eux, il peut y en avoir. Donc, pour chaque avenant, aussi bien sur le contrat d'apprentissage que sur le contrat de professionnalisation, vous avez un code à renseigner. Il y en a beaucoup plus sur le contrat d'apprentissage. Selon les situations, vous renseignez le code qui correspond et vous saisissez l'avenant sur mon compte de ZI. Donc, il générera un enregistrement qui sera traité par la suite par l'équipe alternance. L'éligibilité à la transmission des contrats, nous avons 4 points de contrôle. Le premier, c'est l'âge de l'apprenti. Donc, on avait dit les âges tout à l'heure. L'éligibilité de la formation visée, il faut qu'elle soit inscrite sur France Compétences avec un code diplôme valable et une fiche RNCP qui est encore actif. Le maître d'apprentissage qui doit avoir l'expérience voulue et pas plus de 3 alternants ou 3 apprentis. Et bien sûr, le 4e point de contrôle, c'est la rémunération de l'apprenti, que si elle ne correspond pas soit au code civil, soit au code ou alors aux accords de branche, dans ce cas-là, on alerte l'entreprise pour qu'elle mette le contrat en conformité pour qu'il puisse être accepté. Les spécificités pour les contrats de professionnalisation, nous devons vérifier la conformité du contrat et des pièces, donc à savoir le CERFA, la convention, le calendrier et le programme. Pour le contrat d'apprentissage, vous avez juste à transmettre le CERFA et la convention de formation au minimum. Voilà pour ce petit focus sur les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation. Je sais qu'il y a beaucoup de questions. Malheureusement, on n'a plus trop de temps pour y répondre. Je vous invite à vous rapprocher de vos conseillers en région pour qu'ils puissent vous conseiller et répondre à toutes vos questions. Et je vous remercie, nous vous remercions infiniment de votre attention. Merci à vous, effectivement, d'avoir répondu présent pour ce premier webinaire. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.